Hier, je vous ai fait un peu la gestion de l'État de la Côte d'Ivoire par le régime de Félix Houphouët-Boigny. Et j'avais promis qu'au fur et à mesure, j'allais aussi faire celui de Bédié et de Chakadjan. Aujourd'hui, je vais faire ça très rapidement pour pouvoir permettre aux gens de parler, puis on va fermer. Je me suis basé sur un journal de Jeune Afrique. Vous permettrez que je puisse mettre le journal en question. Voilà, donc je vais mettre le journal en question et le lien pour que tous ceux qui voudraient vous regardez et vous vérifiez. Parce que je peux lire et puis mentir. Donc vous vérifiez. Là, quand c'est comme ça, donc j'ai mis le lien 4 fois. On va mettre au moins 5 fois. Là, on va pouvoir lire et aussi donner notre analyse rapidement. Et donc, j'ai mis les liens, voilà, que tout le monde peut voir. Et donc, j'ai mis ça 5 fois. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener exactement sur le document que je suis en train de lire en ce moment même. On ne lira pas tout le document, j'en ai fait rapidement une synthèse. Depuis plus de 10 ans, l'éléphant ivoirien piétine. Son économie est en pleine tourmente. Du miracle à la faillite. C'est ça le titre du document. Et le document nous dit que depuis plus de 10 ans, au moment où Bédié dirigeait, mais bien avant, l'économie de la Côte d'Ivoire était comme un éléphant qui patinait sur lui-même. Et l'économie se portait au plus mal. Et la première date qu'ils nous prennent, c'est 1993. La pression des bailleurs de fonds est à son comble. Ils exigent une dévaluation immédiate et importante du franc CFA, seul moyen selon eux d'empêcher la zone franc de sombrer dans le chaos. De fait, les investissements étrangers sont en chute libre. 180 milliards ont pris la fuite au cours du premier semestre et les déséquilibres macroéconomiques ne cessent de se détériorer. Exemple, les termes de l'échange des principales rentes à l'exportation ont baissé de 50% entre 1985 et 1993. Tout le monde sait qu'entre 1993 et 1985, Oufou était là, on peut lui imputer ça. Ils disent que l'économie n'allait plus. Les choses allaient très mal. Ceux qui sont les principaux soutiens économiques des pays africains, surtout francophones qui partagent le franc CFA, ils disent à l'état actuel, si vous voulez vous en sortir, c'est une dévaluation de votre franc qui est la seule solution. Sinon, ça sera le chaos pour toute la zone franc CFA. Et ils disent, regardez, tellement les choses ne vont pas bien, regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Actuellement, en moins de 6 mois, il y a 180 milliards qui ont été retirés de l'économie du pays. Les gens n'ont plus confiance en l'économie. Et lorsqu'on parle de la macroéconomie, les équilibres ne cessent de se détériorer. Ça veut dire l'environnement global même de l'économie est en train de se détériorer, de se dégrader, de se gâter tous les jours. Et si tu veux comprendre ça là, il dit, est-ce que vous ne voyez pas cacao et puis café là? Est-ce que vous ne voyez pas les prix? Les prix, quel était le prix avant? Mais est-ce qu'actuellement là, vous obtenez à peine la moitié? Regardez le prix du cacao de 1985 à 1993. Est-ce qu'aujourd'hui là, ça n'a pas baissé de moitié? Donc ça veut dire que ça ne va pas. En novembre 1993, le président ivoirien cliniquement mort, selon un ancien ministre français, est transféré d'urgence à Genève. Son décès sera officiellement annoncé le 7 décembre 1993. Dans l'intervalle, le taux de la dévaluation du franc CFA a été décidé, ce sera 50%. Comme ça a coïncidé en novembre 1993
avec la mort d'Houphouët. Sinon, tout le monde sait que Houphouët est mort en novembre. Mais comme les gens voulaient faire ça un peu joli, même dans la mort, tu sais qu'on ne se vaut pas. Hein? Voilà, les gens voulaient faire ça un peu joli, un peu cool. Donc, on dit on va attendre le 7 décembre. Et puis, on va dire il est mort le 7 décembre. Donc, ils ont joué la comédie. Sinon, il était mort depuis novembre 1993. Il était mort. Quand il est mort même là, ils ont pris son cadavre même pour aller déposer ça à Genève. Pour préparer cette touffe. Et puis après, maintenant, ils sont sortis. Ils se sont apprêtés. Ils ont joué le jeu pour venir annoncer ça officiellement le 7 décembre. Et c'est que nous on dit, vous les politiciens, là, tout ce que vous cachez là, nous on sait. Parce que nous on a un cerveau, nous on sait réfléchir. Mais comme les gens savaient ça déjà, donc les blancs ont dit, le vieux qui ne voulait pas d'évaluation là, comme il est mort là, maintenant là, on va faire. Il n'y a plus rien qui peut empêcher. On va diminuer la valeur du franc CFA de moitié. Donc, si toi, en 1993, tu avais 1 million de francs à la banque, le jour où on a fait d'évaluation là, automatiquement ton argent ça devient 500 000. Maintenant, si l'argent que tu as là, si on diminue là, ça va où? Il faut bien que quelqu'un ait eu cet argent. Posez-vous bien cette question. Puisqu'on dit que rien ne se perd, mais tout se transforme. Et écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui a bénéficié de ça. En janvier 1994, après 2 jours de réunion houleuse, à Dakar, les chefs d'État africains sont contraints d'entériner. Cette décision est en grande partie liée à la situation en Côte d'Ivoire. Normal, puisque ce pays est appelé à être en principe le bénéficiaire. Mais on espère aussi un effet d'entraînement vertueux sur les autres pays, sur les pays voisins. Donc, comme c'est le vieux Félix Houphouët-Boigny qui était celui qui empêchait la dévaluation et qu'il est mort à partir de janvier 1994, on réunit les présidents africains qui partagent le franc CFA à Dakar. On leur dit, vous n'avez plus le choix. Le baba qui était là, le baba est tombé. Le baba Félix Houphouët-Boigny est tombé. Donc, ce que vous allez faire maintenant là, soit vous acceptez, ou bien on vous laisse tomber. Les gens disent, bon, on est d'accord, mais nous, ça ne nous arrange pas. Les gens disent, mais ça va arranger la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ça aura un effet d'entraînement vertueux sur les autres pays voisins. Ça veut dire, si la Côte d'Ivoire, que ça va arranger là, utilise bien l'argent que la dévaluation va apporter là, ça pourra avoir un effet, puisque la Côte d'Ivoire est l'économie la plus forte de l'UEMOA. Et en même temps aussi, le pays qui regorge le plus d'étrangers, qui sont aussi eux-mêmes membres de la zone franc CFA, n'ayez point de crainte. Donc, les gens ont mis leur confiance en la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire gère bien les fonds qui seront générés à partir de la dévaluation, ça va aider l'économie ivoirienne à se restabiliser et ça aura un effet d'entraînement vertueux sur les pays voisins. Donc, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui devenait l'espoir des autres. En dépit d'une très forte inflation, les prix ont augmenté de plus de 30%. L'économie ivoirienne redémarre. Et effectivement, avant le franc CFA, les prix avaient augmenté de plus de 30%. C'est que tu avais l'habitude de payer à 100 francs là. Tu ajoutais 30 francs dessus avant d'avoir. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Mais quand après la dévaluation, effectivement, l'économie ivoirienne a démarré. La compétitivité des exportations de produits agricoles a été restaurée et les recettes affluent. Donc le cacao et le café, qui étaient les bases économiques de la Côte d'Ivoire, avec la dévaluation, les produits agricoles ont commencé à être demandés et les recettes rentraient, l'argent rentrait. Comme elle s'y était engagée, la communauté internationale accompagne le mouvement. Et comme la communauté internationale avait dit, on va vous accompagner et les effets qui seront ressentis en Côte d'Ivoire,
Si ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire font une gestion vertueuse, ça va aider toute la région et vous allez pouvoir vous en sortir. En 1994, Abidjan se voit accorder des prêts d'un montant global de 556 milliards de francs CFA. Et donc, pour prouver que ce qu'ils ont dit était vrai, en 1994, les bailleurs de fonds donnent 556 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et de 1386 milliards pour la période 1994-1997. Et après, ils disent encore, de 94 à 97, en plus de 1556 milliards, on va ajouter, en plus de 556 milliards, pardon, on va ajouter encore, dans la période 94-99, on va ajouter encore 1386 milliards. Maintenant, on s'arrête ici un peu. Est-ce que Chaka Dieng était au gouvernement en 1994 ou bien il ne l'était pas? Tant que vous ne répondez pas, on n'avance pas. Est-ce que Tidjam Thiam était au gouvernement en 1994? Et tout le monde le sait. Tout le monde connaît la réponse. Chaka Dieng était au gouvernement jusqu'en 1999. Mais la première question que je voudrais poser ici, là, pourquoi il ne s'est pas opposé au prêt, puisque lui dit que la Côte d'Ivoire est endettée? Pourquoi il ne s'est pas opposé en 1994 au premier prêt de 556 milliards qui a été donné à la Côte d'Ivoire? Et après, de la période 94 à 97, les 1386 milliards qui ont été donnés là, pourquoi lui, Tidjam Thiam, ne s'est pas opposé à ça? Donc, eux prenaient crédit. Mais comme ils ne sont pas au gouvernement aujourd'hui, ils sont frustrés, ils veulent mentir aux Ivoiriens. Dans le même temps, les créanciers publics concèdent à des très avantageux rééchelonnements plus de 1063 milliards de francs CFA sur 4 ans. Et en plus de ça, ceux qui donnent crédit ont dit, les crédits que vous devez nous payer là, on va vous laisser payer ça sur 4 ans. Donc les 1063 milliards que vous nous devez là, on va éparpiller ça sur 4 ans. Ce traitement de choc se révèle payant. Entre 1995 et 1998, l'économie ivoirienne croît au rythme de 6% par an. Et effectivement, avec la dévaluation et avec les prêts que les bailleurs de fonds, quand on dit bailleurs de fonds, ça veut dire ceux qui donnent crédit là, ont donné à la Côte d'Ivoire, dans le gouvernement de Bédié, alors que Chaka Dieng, l'homme le plus intelligent de la terre, était là. Il n'a pas critiqué. Ça a permis à la Côte d'Ivoire, entre 1995 et 1998, il faut le reconnaître, ça a permis à l'économie de la Côte d'Ivoire de croître de 6%. L'excédent de la balance commerciale passe à 500 milliards de francs CFA en 1995, à plus du double en 1999. Et quand on faisait le commerce de notre cacao, où c'était très mal, à partir de 1995, entre 1995 et 1999, on se retrouve avec plus de 1000 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. L'argent coule à flot. Comme souvent en pareilles circonstances, les mauvaises habitudes reviennent au pas de charge. Et voilà là où les choses deviennent intéressantes. C'est ce qu'on appelle les pluies de milliards. Mais ces pluies de milliards là, il faut savoir que c'est Alassane Ouattara qui a créé ces conditions. Mais on laisse ça, ce n'est pas ce qui est le plus important ici. On est en train de dire les faits. Et donc,
Bédié et Chakadjan dans leur gouvernement voient que l'argent rentre. Mais qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque l'héritage empoisonné de Félix Houphouët-Boigny. L'héritage empoisonné de Félix Houphouët-Boigny, c'est la gabégie, les détournements. Et donc ils se disent, dès la mi-1997, ils commencent à tomber dans une vie pharaonique. Dès la mi-97, c'est-à-dire l'argent qui a commencé à peine à rentrer, eux ils ont commencé à faire la fête dedans. Bédié nous parle de plus de milliards. Et dès la mi-décembre, c'est-à-dire moins de 2 ans après, c'est-à-dire en juin 1997, le FMI s'inquiète publiquement des dérapages constatés dans la gestion des finances publiques ivoiriennes et demande une plus grande transparence dans les comptes que lui transmettent les autorités ivoiriennes. Le FMI dit, il y a trop de détournements, il y a trop de fuites de fonds et il y a trop de mouvements suspects. Chakadjan est dans le gouvernement, Bédié même est là. Comment se fait-il que de tels dérapages sont constatés dans les finances publiques? Il n'y a plus de transparence dans les comptes que les autorités ivoiriennes transmettent au FMI. Ce qui arrive au Sénégal aujourd'hui, là. Si vous partez regarder le Sénégal aujourd'hui, le FMI dit on ne discute plus avec vous, ça fait 1. De 2, vous nous avez menti sur les chiffres. De 3, on ne vous accordera pas les crédits que vous voulez. Aujourd'hui, 25 mars 2025, c'est dans cette situation-là que le Sénégal est. C'est dans exactement en moins de 2 ans après la relance économique dont je vous ai expliqué les mécanismes, c'est-à-dire d'évaluation, appui d'aide extérieure par des crédits. On relance l'économie. Moins de 2 ans après, ils se mettent à cafouiller tout ce qui a été acquis comme de l'argent. Bédié et Chakadjan tombent dans un dérapage dans la gestion des finances publiques. Bédié même veut construire Koukourandoumi. Il veut réaliser Daoukro comme le petit Dubaï de la Côte d'Ivoire. Et aux dirigeants du PDCI, on ne pose pas de questions. C'est le FMI qui va leur rappeler que mais ce que vous faites là, même les rapports que vous nous faites là, ce sont des faux rapports. Comme ce que j'étais en train de dire sur le Sénégal là. Il n'y a pas de transparence dans les comptes que vous nous transmettez. Porté au pouvoir par la France en 1993, puis élu en 1995, Henri Konan Bédié fait preuve d'une générosité sans limite. En octobre 1997, ses compatriotes découvrent l'existence de dépenses non ordonnancées, qu'ils appellent les DENO, les D-E-N-O. Et qu'est-ce qu'on découvre en 1997? Exactement en octobre 1997, Bédié fait des dépenses de l'argent public et il n'y a pas de document qui prouve que ces dépenses-là ont été approuvées. Et ça, les Ivoiriens découvrent cela. Et ils ont appelé ça les DENO. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de sommes dépensées sans affectation ni trace comptable précise. Autrement dit, des sommes volatilisées. Ngoura Niamien, le ministre des Finances, reconnaît publiquement l'ampleur du phénomène que le FMI, pour sa part, évalue à 136 milliards de francs CFA en 2 ans. Donc, ils se sont mis dans un jeu où ils ont fait disparaître plus de 136 milliards en 2 ans. Et c'est Niamien Ngouran là, il est encore vivant. C'est lui-même qui reconnaît les faits. Quand les gens du FMI leur ont dit que vous êtes en train de gaspiller l'argent des Ivoiriens. Vous n'avez pas fait de route, vous n'avez pas fait d'école, vous n'avez rien réalisé. Mais vous avez pris l'argent des Ivoiriens. L'argent a disparu, il n'y a pas de traces. L'argent allait où? Niamien Ngouran dit, l'argent, la vraie là, ça a été détourné. On dit c'est combien? Il dit c'est plus de 136 milliards en 2 ans. Ça veut dire milliard là, c'est 1 million là, 100 000. C'est ça qui est 1 milliard. Il faut multiplier ça fois 136 en 2 ans. C'est ça, Chakadjan et puis Bédié, avec leur régime du PDCI là, ils ont fait disparaître.
Et comme je le disais, ils se sont aboutés à un héritage vaseux, empoisonné de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est simplement triste. Déjà, eux prenaient crédit. Déjà, eux, ils ont trompé le peuple. Ils ont pris crédit. Les bénéfices que les crédits ont réalisés, ils ont trompé le peuple et ils ont fait dilapider des fonds. Nous sommes le 27 juillet 1977 en Côte d'Ivoire et il y a un remaniement ministériel qui va faire beaucoup parler. Suite à ce remaniement ministériel, des ministres clés très importants, célébrissimes, vont être démis de leur fonction, vont quitter le gouvernement ivoirien. C'est la mise en place du gouvernement 10, Houphouët-Boigny, et désormais, la Côte d'Ivoire sera confrontée à une grosse rumeur qui dira que ces ministres qui ont quitté le gouvernement ont été à la base d'un gros détournement de fonds. Bref, on en parle maintenant. Ce remaniement ministériel qui a eu lieu le 27 juillet 1977 est le résultat d'une longue série de questionnements, d'une longue série de réflexions. Et cela survient suite à un détournement de fonds dédié, consacré à la mise en place de la réalisation du projet sucrier de Côte d'Ivoire qui a été lancé par le président de la République de Côte d'Ivoire d'antan, M. Félix Houphouët-Boigny. En fait, tout commence en 1974. En 1974, le président Félix Houphouët-Boigny effectue pour la première fois depuis 1969 une grande tournée dans les régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Régions défavorisées en comparaison au développement que connaît le reste du pays, surtout le sud de la Côte d'Ivoire. Les inégalités entre le nord et le sud deviennent évidentes. Et pour combler ces inégalités, le président va chercher, en dehors de l'économie de plantation qui fleurit dans le sud du pays, qui seront consacrés au reste du pays. C'est ainsi qu'un programme d'urgence de 21 milliards de francs CFA est décrété par le président de la République. De nombreux villages vont également être promus au rang de sous-préfecture. Tout ça pour répondre à ce problème. Mais ce qui va changer la donne, c'est ce qui va se passer à l'international. Sur le marché mondial, il y a l'affolement et la spéculation sur le coût du sucre. Le sucre qui était à 50 francs CFA le kilo va passer à 300 francs CFA le kilo. Fin 1974. Donc le prix augmente. C'est dans ce contexte politique et économique qu'en décembre 1974, Asséguéla, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, va annoncer la réalisation immédiate d'un gigantesque programme sucrier pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit en réalité de plus de 10 complexes agro-industriels situés dans les régions ouest, nord et centre de la Côte d'Ivoire, de la production en régime de croisière de 550 000 tonnes de sucre, ce qui va déboucher finalement sur la création de plus de 30 000 emplois. Et ce projet sera réalisé par le président de la République d'antan, ce qui va déboucher le 2 mai 1975 sur son discours qu'il tiendra à Fès-Késédougou lors de l'inauguration du tout premier complexe sucrier construit, installé en Côte d'Ivoire. Après ce discours, beaucoup vont se tourner vers les prochains sites vers lesquels seront déployés le reste du programme. On parle de plusieurs sites, dont Fès-Késédougou 2, qui doit être réalisé entre 1878 et 1979, Borotou-Poro entre 1878 et 1979, Sérebou entre 1978 et 1979, Tachiola entre 1979 et 1980 et Zenoula entre 1979 et 1980. Voici donc le projet qui est mis en place par le président de la République pour répondre aux problèmes face auxquels la Côte d'Ivoire se trouve et apporter encore des usines qui vont conduire la Côte d'Ivoire vers son développement tant souhaité et qui a été impulsé depuis des lustres. Mais pendant la réalisation de ce projet, un problème surviendra et sera connu de tous, suite au remaniement ministériel qui aura lieu le 27 juillet 1977. En fait, le président de la République va soupçonner certains de ses ministres. Le ministre Henri Konan Bédié, ministre de l'économie et des finances, le ministre Mohamed Diawara, ministre du plan, le ministre Abdoulaye Savadogo, ministre de l'agriculture, et le ministre Arsène Asher Assouan, ministre des Affaires étrangères. Ces ministres sont soupçonnés d'avoir surfacturé, en réalité, le coût de la réalisation de ces projets. Ils ont donc augmenté les dépenses qu'il fallait pour la réalisation de ces projets dans certains endroits. Et le président de la République, l'ayant appris, va être à la base de leur démission. J'ai promis, dans notre lutte contre la disparité régionale, d'installer des complexes sucriers dans le nord. Les projets ont été mal étudiés. On a surfacturé. C'est ce qui sera connu de tous quelques jours après
le remaniement ministériel. La rumeur va donc enfler en Côte d'Ivoire. En 1977, c'était une information qui était connue de tous. Le remaniement ministériel a eu lieu parce que certains ministres ont détourné les fonds publics. Ils ont volé l'argent de l'État. Mais quelques années plus tard, on aura une toute autre version relativement à ces faits. En fait, faut savoir que dans les années 70, le président Félix Houphouët-Boigny avait lancé un projet, Côte d'Ivoire 2000. Ce projet qu'il lançait était dédié à un développement profond et concret qu'il comptait apporter à la Côte d'Ivoire. Il a été confié à ces 4 ministres-là, ministre du Plan, de l'économie, de l'agriculture et des affaires étrangères. Faut savoir que ce projet confié à ces ministres, ceux-ci vont l'analyser. Et dans la brochure que le ministre Mohamed Diawara, ministre du Plan, va produire, les ministres avaient proposé sur le plan de l'immigration, par exemple, de réduire le recours à la main-d'œuvre immigrée. Ils avaient aussi proposé comme stratégie l'ivoirisation de la vie politique, économique, sociale et culturelle de Côte d'Ivoire. Cette vision était catégoriquement différente de celle que le président de la République portait à cette époque. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny avait initié pendant cette période l'installation de la double nationalité. L'objectif était de permettre aux Ivoiriens et aux Burkinabés de posséder les 2 nationalités. Donc, si je vis au Burkina et que je suis burkinabé, je peux être également ivoirien. De même pour celui qui vit en Côte d'Ivoire. C'était un projet qu'il avait initié, mais les Ivoiriens, de façon majoritaire, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un référendum, ont refusé ce projet-là. Donc, la vision qui était proposée par les ministres était en contradiction avec ce qui avait déjà été proposé par le président de la République. C'est donc la contradiction qu'il y avait entre ces ministres et le président de la République qui vont conduire à leur éviction du gouvernement. Et comme à l'époque, il y avait déjà une rumeur qui tendait à signifier que le ministre de l'économie et ses collègues ont participé à un détournement de fonds, cela a été soufflé, gonflé et a participé à la couverture des dessous de leur limogeage. Et l'une des preuves qu'il n'y avait pas séparation entre le président de la République et ses ministres s'est matérialisée par la suite. Donc, après qu'ils aient quitté le gouvernement. Et l'un des exemples les plus pertinents est le cas du ministre Henri Konan Bédié. Faut signifier que, pour le président Félix Houphouët-Boigny, M. Bédié était brillant. C'est ainsi que 3 jours après son limogeage, il a dépêché la fille de M. Amadou Ampateba auprès de M. Bédié pour lui dire qu'il était son choix. On ne sait son choix par rapport à quoi, mais il était son choix. C'est ainsi que le président Félix Houphouët-Boigny va envoyer M. Bédié à la SFI, la Société financière internationale, une structure de la Banque mondiale, où il va apprendre à travailler pendant une longue période. L'objectif étant de se perfectionner et de revenir au pays. Le président Félix Houphouët-Boigny avait donc choisi M. Henri Konan Bédié dès cette période. En ce qui concerne les autres ministres, il faut savoir que M. Assouan Acher également était très proche du président. Il est même devenu maire de Cocody, et lorsqu'on parle de maire à l'époque, c'était pas des élections en tant que telles. C'était une sorte de nomination faite par le président de la République. En ce qui concerne le cas de M. Diawara, il était à la base de nombreuses entreprises économiques qui sont nées en Côte d'Ivoire. On parle des banques telles que Ecobank et consorts. Tous les ministres étaient vraiment proches du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à son décès. Voici donc en réalité comment les événements du 27 juillet 1977 se sont déroulés et ont fini. Pour en savoir plus sur la Côte d'Ivoire et les événements qui peuvent vulgariser intéressent beaucoup les Ivoiriens, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à notre compte et si possible nous rejoindre également sur YouTube où on fait beaucoup de vidéos relatives à la Côte d'Ivoire. Alors, avant que la prochaine vidéo ne sorte, si vous êtes intéressé vraiment à l'idée de savoir quel a été le fond du programme sucrier déroulé par le président Félix Houphouët-Boigny, n'hésitez pas à le signifier en nombre, en commentaire, afin qu'on se penche sur ce sujet et qu'on nous apporte tous les éléments des réponses dans les détails les plus près. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de la partager et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais c'est eux qui viennent aujourd'hui nous demander de leur faire confiance. Confiance au nom de quoi? C'est ces gens qui ne veulent pas aujourd'hui faire un bilan aux Ivoiriens et qui veulent continuer à mentir aux Ivoiriens. C'est ces gens aujourd'hui qui voulaient tromper les Ivoiriens en pensant que l'histoire n'allait pas exister. C'est ces gens aujourd'hui qui sont en train de cacher tout ça aux Ivoiriens. Et ça, il faudrait qu'on puisse montrer cela aux Ivoiriens pour dire que chaque agent, ainsi que tous ceux et toutes celles qui ne le connaissent pas, est dans la manipulation. Et il est tellement dans la manipulation que cela peut se constater. Quand il était au Crédit Suisse, regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et qu'il compte bel et bien faire aux Ivoiriens. C'est la même chose qu'il avait fait au temps de Bédié. Et aujourd'hui, il veut passer cela de perte à profit pour qu'on puisse oublier cela. Fin septembre, un ex-cadre de Crédit Suisse, Iqbal Khan, est sur le point de passer à la concurrence UBS. C'est chose faite depuis. L'homme
Se sent traqué, il est effectivement filé par des détectives privés en plein centre de Zurich. Manque de chance, la filature est grossière, les pieds nickelés sont démasqués. Ils avouent avoir été mandatés par Crédit Suisse. Du coup, patatras, le scandale éclate et éclabousse. Tidjane Thiam, le patron de Crédit Suisse, est soupçonné d'avoir orchestré la manœuvre. Tidjane Thiam, le patron de Crédit Suisse, est soupçonné d'avoir orchestré la manœuvre. Et comme la presse s'empare de l'histoire, on apprend que Kahn et Thiam sont voisins, maison de luxe à 2 pas de chez Christophe Laurer, et qu'ils ne se supportent plus. L'histoire est savoureuse. C'est finalement le conseil d'administration de Crédit Suisse qui doit faire le ménage. Il a dit qu'il ne savait rien du tout. Écoutez. Vraiment, comme Mitterrand, les yeux dans les yeux, vous pouvez dire, les yeux dans les yeux, je ne savais pas. Vous le dites. Bien sûr que je ne savais pas. Ah. Je ne savais pas. Vous le dites. Bien sûr que je ne savais pas. Ah. C'est une chose que j'hésite à dire, mais il arrive dans des entreprises internationales qu'on doit faire ce genre de choses, ça m'est arrivé dans ma carrière, vous n'êtes pas au courant. La banque, ça n'est pas le monde de Choupi. En réalité, il y a souvent des surveillances. Écoutez, je n'utiliserai pas le mot souvent, mais c'est une arme légitime que la banque doit parfois, malheureusement, utiliser pour prêter. Vous l'aviez déjà fait? Dans des vies antérieures. Vous l'avez entendu, l'espionnage est donc une pratique courante chez les banquiers. Dans cette affaire Crédit Suisse, la presse y aura vu en finalité le scénario improbable d'un bon polar. Les clients, eux, un côté rififi chez les cols blancs, et les actionnaires, eh bien ça les aura bien secoués. L'action du groupe, au pire de la crise, avait dévissé de 6%. Aujourd'hui... Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Il vous dira simplement je n'étais pas au courant. Et lui qui dit qu'il n'est pas au courant de l'espionnage, après nous dit qu'effectivement ils utilisent cette méthode-là. Et on lui demande, est-ce que vous l'avez souvent fait? Il dit oui, dans une vie antérieure, ça veut dire avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu n'est pas sérieux. Ça veut dire que l'individu n'est pas dans le vrai. Et c'est cette même manipulation-là qu'il va apporter aux Ivoiriens. Et c'est notre responsabilité d'avertir les uns les autres, de beaucoup se méfier. Tout ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va passer à l'édito de Mère Blanc. Et lorsqu'on aura fini avec cet édito, on va laisser rapidement la parole aux uns aux autres et pouvoir mettre fin au direct. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la méthodique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Chakadjan candidat ». Et si l'on a profité pour lui dire son vrai nom? C'est vrai que le petit est souffrant. Pourquoi de plus normal? Vous nous excusez, on a eu quelques difficultés. On va reprendre. On a eu quelques difficultés, vous nous excusez grandement. On va reprendre la lecture de l'édito de Mère Blanc. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la méthodique classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Chakadjan candidat ». Et si l'on a profité pour lui dire son vrai nom? C'est vrai que le petit est souffrant. Pourquoi de plus normal? Puisqu'il a été élevé à l'abri de tout besoin dans un palais royal par un grand-oncle puissant dont la richesse personnelle équivalait à celle du pays tout entier. Disons-le, le petit a été si couvé qu'il semble inadapté aux valeurs du pays dont il se réclame être citoyen. Tenez, à la mosquée, il trône sur une chaise haute. Père Thiam, Merceau, il s'étonne qu'on ne le laisse pas devenir président de la République sans vote.
Lui dont la famille a donné 5 ministres à la Côte d'Ivoire. Là, il souffre de désorganisation de la pensée. Il ment, mais il ment comme il respire. Exactement comme le Wolofobalo dans un grain. Ce qui le pousse à dire n'importe quoi. Tout est son contraire. Ici, il souffre d'hallucinations. Il fustige son grand-oncle d'être adepte de Bacchus, le dieu du vin, même si ici il s'agit du vin de palme. Ici, il souffre de discours bizarres. Il a cependant une très grande admiration que pour une seule personne, lui-même. C'est la gloriole. La dévaluation du franc CFA, l'histoire de la mosquée du plateau. Il s'est dit en être l'auteur. Ici, il souffre clairement de dédoublement de la personnalité. Comme atteint d'amnésie, il semblait avoir oublié sa nationalité française. Ensuite, quand on l'a pris, la main dans le sac, il a voulu nous faire croire qu'il était né d'un père français. Idée délirante. Non. Tidjane Thiam a déjà montré tous les symptômes d'un homme qui souffre d'une maladie orpheline dont on ignore encore le nom, mais qui ressemble à de la schizophrénie. Cette pathologie, on dit d'elle qu'elle provoque chez une personne des idées délirantes, des hallucinations, une désorganisation de la pensée et du discours et un comportement bizarre et inapproprié. Avec aussi une perte de contact avec la réalité. Ces repéraux le savent. S'ils l'imposent comme candidat, pourquoi ne pas le laisser faire? N'est-ce pas là une preuve, un moyen de le confondre, de les confondre, lui et ses repéraux? Après tout, n'est-ce pas pendant une fête de famille qu'on rappelle à un enfant adultérin son vrai nom? Pour ma part, je le laisserai devenir candidat. Et la suite, on la verra bien. Il s'éloignera de la Côte d'Ivoire une fois pour toutes. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui nous fait le portrait psychanalytique d'un individu qui souffre de pathologies multiples. La schizophrénie, le dédoublement de la personne, le déni de la réalité, le mensonge. Ça fait beaucoup à la fois. Regardez le petit reportage qui est là. On lui demande, voilà les faits qui sont là. Tu as espionné Iqbal Khan. Il dit non. Je ne sais absolument rien de cette affaire. Il crée un écran de barrière pour se protéger. Dans la même interview, on lui dit, mais est-ce que dans la finance internationale, vous aviez l'habitude de faire ça? Il dit oui, dans la finance internationale, les gens ont l'habitude d'espionner les autres. Le journaliste lui dit maintenant, est-ce que tu as une fois fait ça? Il dit oui, avant j'avais fait ça. Vous voyez comment l'individu est inconséquent. Et c'est tout ce que Mère Blanc a décrit. Un individu qui se vend lui-même moins cher et qui n'a pas une personnalité assez stable. Voilà ce que c'est que Tidjane Thiam. Et c'est simplement désolant et c'est triste. C'est un spectacle qui fait très honte. Mais malheureusement, c'est ce qui nous a donné de constater. Et c'est triste.